de dépendance au runtime. Et voilà. Donc ensuite, on va voir la partie cycle de vie. Donc un bundle, je vous l'ai dit, on va pouvoir l'installer ou le retirer d'un runtime OSGI en train de tourner. Donc quand on va faire ça, le bundle va passer par plusieurs étapes de cycle de vie. Donc tout d'abord, on va pouvoir installer un bundle. Donc là, il devient installed. Donc du moment qu'un bundle est installed, OSGI, la première fois qu'on va vouloir se servir de ce bundle, il va faire un truc qui s'appelle le résoudre. En fait, il va vérifier que toutes ces dépendances et tout ce qu'il expose sont bien, toutes ces contraintes sont bien validées et qu'il ne cherche pas à importer une classe qui n'existe pas ou il n'expose pas quelque chose qui est pourri. Donc si cette phase se passe bien, il quitte le bundle quitte l'état installed et il devient resolved. À partir de là, donc on peut revenir en installed si on met à jour le bundle, vu que forcément, a priori, on change des classes, donc il va falloir rechecker toutes les dépendances du bundle. Mais en fait, quand il est resolved, le bundle, donc là, on peut juste utiliser OSGI de manière librairie Java, comme on utilise habituellement. Donc c'est exactement ce que fait Eclipse. Il s'arrête à cette partie-là de OSGI. Il ne se sert des bundles que comme de pure librairie Java. Et en fait, un bundle, on peut aller plus loin, on peut utiliser la couche service. Donc, pour utiliser la couche service, il va falloir démarrer un bundle. Donc là, on va lui demander de démarrer. Donc, le bundle va passer par une phase de starting où il va faire tout ce qu'il a besoin pour démarrer. Il va devenir actif. Donc là, quand un bundle est actif, on va pouvoir utiliser activement c'est le cas, la couche service de OSGI pour faire fonctionner notre application. Donc en fait, quand on start un bundle, il y a une sorte de méthode qui va ressembler à une méthode main, par exemple, dans un programme standard. Donc, mais là, ça va être par bundle, et chaque bundle va pouvoir aller collecter les choses dont il a besoin pour fonctionner, et puis lancer ce qu'il a besoin de lancer. Donc ensuite, bien sûr, on peut stopper un bundle. Donc là, il va passer par une phase de stopping, et il va redevenir resolved. Et puis on peut désinstaller un bundle, donc le retirer du runtime, et plus personne ne va pouvoir utiliser les classes qu'il contient. Donc là, il devient uninstalled. Et on peut passer de install à uninstall en cas, par exemple, de non-résolution de bundle. Donc ça, c'était la partie cycle de vie. Donc en fait, ce cycle de vie, en plus, ça c'est OSGI qui le gère, et on va avoir totalement la possibilité de faire on va avoir un pouvoir d'impact sur ce cycle de vie, lancer des modules nous-mêmes, les stopper, les désinstaller. Donc on va avoir une API qui va vous permettre de faire tout ça en OSGI. Et puis la troisième couche, la couche service. Donc celle-là, c'est comme je vous ai dit, c'est la couche qui va vous permettre de faire communiquer vos bundles entre eux, tout en étant sûr que le côté dynamique d'OSGI ne vous gêne pas. Donc on n'ait pas des classes qui disparaissent au runtime comme ça, sans qu'on sache trop pourquoi. Donc imaginons qu'on a un bundle A qui veut proposer un service à d'autres bundles. Donc ce qu'il va faire, en fait dans OSGI, il y a un truc qui s'appelle le registre de service. On va dire que c'est un annuaire global de services qui va être accessible partout dans la plateforme OSGI. Donc n'importe quel bundle va pouvoir accéder à ce registre et récupérer des instances de services dans ce registre. Donc mettons que le bundle A enregistre un service dans le registre de services. À ce moment-là, un bundle B va être capable de soit faire un lookup direct sur le registre de service, donc c'est comme un lookup JNDI, vous pouvez prendre ça comme exemple. Donc il va demander le service que A a enregistré. Donc là, ça peut marcher ou ça ne peut pas marcher, puisque A, peut-être qu'il n'a pas été encore installé et peut-être qu'il n'a pas encore publié son service. Donc on se rappelle, OSGI c'est dynamique, tout n'est peut-être pas là au moment où on le désire. Donc le lookup là, bundle B peut rentrer bredouille. Donc le mieux, la meilleure méthode de faire, c'est d'enregistrer un listener sur le registre de service qui va nous prévenir en fait quand un service va être disponible, et à ce moment-là, quand on sait que le service est bien disponible, on peut faire le lookup et on est sûr qu'on aura le service dont on a besoin. Donc voilà, bien se rappeler de ces trois choses. A priori, on va beaucoup parler de la couche service puisque c'est vraiment la couche qui nous intéresse, c'est comment faire parler des bundles entre eux et des applications entre elles. Donc maintenant, je vais vous parler de Weld OSGI. Donc Weld OSGI, en fait, c'est un projet qui essaye de merger le monde CDI, le monde Java E, avec le monde OSGI. Donc faire en sorte de prendre le meilleur des deux mondes pour faire des applications encore plus sympas que ce qu'on peut faire avec du Java E standard. Pourquoi rigoles-tu? Parce que je me disais que c'était mieux de prendre le meilleur des deux mondes que le pire des deux mondes. Tout à fait.
Donc, qu'est-ce que j'entends par meilleur des deux mondes? Bien, j'entends par là qu'il faudrait qu'on récupère le côté dynamique d'OSGI. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en Java EE. En Java EE, une fois qu'une application est lancée, ben, elle est lancée. On ne peut plus rajouter de choses, de nouvelles fonctionnalités. Si on veut rajouter de nouvelles fonctionnalités, il faut redéployer l'application. Par contre, on veut utiliser le côté type-safe de CDI, puisque tout est très type-safe dans CDI. A priori, à la compilation, il y a beaucoup de choses qui sont checkées. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ce genre de choses. Et puis, on aimerait bien utiliser de nouvelles API un peu plus sympas que les trucs tout vieux de OSGI. Donc utiliser des annotations, des generics, des choses comme ça. Donc Weld OSGI, l'idée c'est qu'on va fournir tout ça aux développeurs pour faire des superbes applications dynamiques. Donc Weld OSGI, à 80%, c'est une extension CDI tout à fait standard qui permet d'utiliser le modèle de programmation CDI, donc on a vu depuis 2 heures déjà, dans le monde OSGI, donc sans avoir à écrire des lignes de code complètement farfelues pour que ça fonctionne. Et un des principes forts de Weld OSGI, c'est de dire que vous n'avez absolument pas besoin de connaître OSGI pour faire des applications OSGI. Ce qui est quand même plutôt pas mal, vu que tout le monde a l'air de penser que OSGI, c'est pas sympa. Donc, et un des trucs aussi, c'est qu'on veut quand même rester compatible avec OSGI pour permettre à des applications pures OSGI de fonctionner avec des applications Weld OSGI. Ce serait dommage de se couper d'un écosystème qui existe depuis un bon moment déjà et qui a sûrement des choses qui ont été développées très bien. Donc Weld OSGI, c'est un sous-projet de JBoss Weld. Donc c'est un environnement d'exécution possible dans Weld. Donc ça fait partie du projet Weld. Donc en gros, c'est un besoin qui a été exprimé par l'équipe qui gère JBoss Weld, donc notamment Pete Muir à l'époque. En fait, il y a des gens qui étaient assez intéressés par démarrer Weld dans un contexte, dans un environnement OSGI, donc via l'environnement Weld SE dont j'ai parlé tout à l'heure. Seulement, il y avait des petits soucis, ça fonctionnait, mais il n'y avait absolument pas d'intégration avec le monde OSGI. Donc, ce que Pete voulait faire, c'était expérimenter un petit peu pour voir ce qu'il était possible de faire avec CDI, pour faire en sorte que OSGI et CDI interagissent de manière sympathique. Donc l'équipe de Weld a demandé à l'équipe de R&D de Surly, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, chez Surly on fait beaucoup de contributions à des projets open source, donc il a demandé à l'équipe de R&D de Surly de voir ce qu'il était possible de faire et comment on pouvait faire en sorte que CDI et OSGI jouent ensemble. Donc Weld OSGI a été développé par mon collègue Mathieu Clochard, qui n'est pas là aujourd'hui, et par moi-même. Donc vous avez vu, si on veut travailler sur l'open source à Surly, il faut s'appeler Mathieu, vous le dites pas. Hein. Donc voilà. Donc comment fonctionne Weld OSGI? Donc on va imaginer qu'on a une plateforme OSGI qui est lancée, qui a des bundles applicatifs qui sont installés. Donc déjà, pour faire fonctionner Weld OSGI, il faut installer Weld OSGI sur la plateforme OSGI. Donc ici j'ai mis ça sous forme d'un bundle, au final il y a 5 bundles, mais c'est pour une question de bonne pratique de modularité. Donc ensuite, on va installer des bundles applicatifs. Donc là, on en a 3. Et en fait, dans deux de ces bundles vont être des candidats à l'exécution de Weld OSGI. Donc comment on va pouvoir savoir que ces bundles sont des candidats à l'utilisation de Weld OSGI? Eh bien parce qu'ils vont avoir un fichier beans.xml. Et en fait, à chaque fois qu'un bundle est installé dans une plateforme OSGI et qu'il a un fichier beans.xml, Weld OSGI va démarrer un conteneur CDI par bundle en fait. Donc là, on a deux bundles qui ont un fichier beans.xml. Donc on va démarrer 2 conteneurs CDI qui ont des beans à l'intérieur. Donc les beans à l'intérieur de ces conteneurs CDI, on peut les utiliser de manière tout à fait standard comme en CDI pur. Donc on peut utiliser de l'injection de dépendance tout à fait standard, sans aucun mot-clé bizarre ou annotation bizarre. On fait une application CDI comme on a l'habitude de faire, comme on a vu tout à l'heure. Les beans, c'est les points verts, hein, surtout. Les beans, c'est les points verts, oui. Oh, ça se voit, un bean, c'est un point vert. Quoi. Donc, mais en plus de ça, donc je vous ai expliqué tout à l'heure que avec OSGI, on pouvait publier des services dans un registre de services. Donc imaginons qu'on ait le bundle 3 qui va publier un service et que nos 2 conteneurs CDI publient des services. Et en fait, ces services, dans les conteneurs CDI, mais ça va être tout simplement des beans. Donc vous allez juste dire,
ce bin que j'ai dans CDI, ben, je vais l'exposer dans le registre de services OSGI. Et là où c'est encore plus fort, c'est que Weld OSGI va vous permettre d'injecter, de réinjecter ces services dans d'autres bundles, et tout ça de manière dynamique. Donc ça veut dire que si le service n'est pas là, Weld va pas vous gueuler dessus, il va vous dire non, il n'y a pas de service, donc il va juste ne pas vous permettre de faire d'appel. Et par contre, si le service apparaît, vous allez pouvoir vous en servir de manière tout à fait standard. Bien sûr, c'est tout à fait compatible avec de l'OSGI pur. Donc on voit là-bas que le bundle 3 expose un service qui est consommé par mon bundle 2 via Weld OSGI, que le conteneur du bundle 2 expose un service qui est consommé par l'autre conteneur CDI, etc., etc. Donc on a un truc complètement compatible dans les deux sens. Donc reprenons notre application Socializer de tout à l'heure. Donc c'est l'application que vous a montré Antoine tout à l'heure. Donc si on regarde comment elle est faite, c'est un gros fichier WAR dans lequel il y a donc des librairies utilitaires, donc Jackson, Scrib, Solder, Primefaces si on fait du JSF, ce genre de choses. Donc ça ne nous intéresse pas forcément, c'est des librairies utilitaires. Donc plus important, elle contient SIM social, donc l'API et le core. Elle contient également 3 modules sociaux, donc ça va être Twitter, LinkedIn et Facebook. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, histoire de modulariser un peu tout ça, parce que là c'est vachement monolithique, au final, une fois que c'est compilé, on a un gros fichier où il y a tout dedans. On aimerait un petit peu éclater tout ça. On aimerait faire en sorte qu'il y ait une application web qui tourne de son côté, et qu'il y ait des modules sociaux qui soient externes à l'application, et qu'on va pouvoir rajouter ou enlever au fur et à mesure. Après, bien sûr, on a nos librairies, mais elles ne sont plus forcément importantes, on va juste s'en servir un peu partout. Donc notre application va ressembler à ça. On va avoir nos 3 modules sociaux, notre application Socializer, et une API commune qui va faire le lien entre les modules sociaux et Socializer. Donc le lien, qu'est-ce que j'entends par le lien? Donc en gros, on va avoir Socializer qui va se servir de l'API commune, et nos modules sociaux qui vont également se servir de l'API commune. Donc en gros, c'est via cette API qu'on va communiquer. Et là, l'idée, c'est vraiment même d'abstraire SIM social. Ça voudrait dire qu'on pourrait même, via cette API, utiliser Spring Social ou... bon, c'est pas forcément la meilleure idée, je suis d'accord, mais on pourrait même utiliser n'importe quoi d'autre pour créer un nouveau module social. Et à ce moment-là, en fait, pour que l'application puisse communiquer avec les modules sociaux, ces modules, ils vont exposer des services dans le registre de services OSGI grâce à Weld OSGI. Et grâce à Weld OSGI, Socializer va être capable... Ça marche? Oui. Socializer va être capable de consommer ces services et de les utiliser pour afficher les timelines de chaque réseau social ou poster des updates sur vos réseaux. Donc, au niveau des artefacts qu'on va avoir, donc on va avoir les 3 modules sociaux qui vont être des bundles OSGI, on va avoir notre API qui va être un bundle OSGI, et on va avoir Socializer qui reste une appli web. Donc pour faire tourner ça, vous allez voir tout à l'heure, j'utilise JBoss AS7, donc qui a la particularité d'être un serveur d'application de type, Java EE de type hybride, donc ce qui veut dire qu'il permet de faire du Java EE et du OSGI en même temps. Donc il intègre un runtime OSGI, donc il y a un pont entre les deux mondes qui est créé au niveau du serveur, et on va pouvoir faire communiquer de base des applis web, enfin des applis Java EE avec des applis OSGI. Donc imaginons que notre API commune soit plus ou moins faite comme ça, juste de manière très simple. On va avoir une méthode getName qui va nous permettre de récupérer le nom du réseau social en cours. On va avoir quelque chose pour récupérer le profil de l'utilisateur en cours. On va avoir une méthode qui va nous permettre de récupérer tout le système d'authentification pour pouvoir s'authentifier sur le réseau social. Et enfin, on va avoir 2 méthodes simplistes pour récupérer la timeline et pour poster quelque chose à nos followers. Donc très simple, hein, c'est juste à titre indicatif pour la démo. Donc la seule chose d'OSGI qu'on va avoir à faire, c'est au niveau du bundle d'API commune, on va juste avoir à dire j'exporte le package dans lequel se trouve le fichier social provider et je l'exporte en version 1.0.0. Donc c'est tout ce que vous avez à rajouter dans votre manifest.mf, et à ce moment-là, votre fichier jar qui contient l'API devient un bundle OSGI. Donc franchement, pour le côté compliqué, il ne faut pas non plus pousser.
Donc maintenant, on va construire nos modules sociaux en tant que bundle OSGI. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? On va juste wrapper ce que contiennent les jars d'Antoine dans un bundle OSGI. Et on va rajouter quelques classes qui permettront de faire l'intégration avec Wild OSGI. Donc là, on n'a aucun besoin de faire un import de package spécifique dans notre appli, un export de package spécifique dans nos modules, puisqu'on n'expose rien au reste du monde. On va juste exposer un service. Donc un service n'est pas un package en particulier, c'est juste une instance de service qu'on va mettre dans le registre de service OSGI. Donc il n'y a rien à exporter au niveau OSGI, au niveau du bundle. Et l'import des packages de librairie, typiquement SimSocial ou autre, se fera de manière automatique via des outils de génération de manifestes OSGI que vous aurez. Donc il y a des plugins Maven qui existent, des plugins Ant, tout ça, donc ça se fait très bien tout seul. Donc pour chaque module, comme je l'ai dit, on va exposer un service dans le registre de services OSGI. Donc ce service sera à la disposition des autres applications Wild OSGI, mais également des autres bundles OSGI. Donc si un jour vous voulez faire une application OSGI qui se sert de votre module Twitter, mais sans utiliser Wild OSGI ou autre, vous pouvez le faire, puisque le module social de Twitter va exposer un service Twitter dans le registre de services OSGI. Donc pour publier un service, comment on va faire? Donc c'est là que la partie Wild OSGI rentre en compte et c'est là que l'extension va travailler. Donc pour publier un service, voici comment on fait. Donc on a un bin qui s'appelle Twitter Social Provider qui implémente Social Provider qu'on vient de voir tout à l'heure. Et la seule chose que j'ai à faire pour le publier dans le registre de services OSGI, c'est de rajouter une annotation @publish. Donc très simple. Donc pour le reste de la présentation, toutes les API qui sont en bleu gras, là, comme @publish, c'est des API qui sont introduites par Wild OSGI. Donc c'est pas fourni par CDI, c'est pas fourni par OSGI, c'est nous qui les avons créés pour faire la fusion des deux. Donc ça, c'est la publication déclarative toute bête. Donc dès que le bundle est déployé dans un runtime OSGI, le bin est créé et il est exposé via le registre de service. Si on veut être un peu plus dynamique et décider à quel moment le service est publié ou dépublié, on va juste utiliser l'API Service Registry de Wild OSGI qui va permettre d'enregistrer une instance de service et de la désenregistrer un peu plus tard. Donc ça, c'est si on veut être un peu plus fin sur le moment auquel on va publier le service et le dépublier. Donc maintenant qu'on a exposé ce service social provider, il va falloir que l'application Socializer soit capable de récupérer la timeline de chaque réseau social. Et pour faire une interface, comme on a vu tout à l'heure dans la démo d'Antoine. Donc pour faire ça, en gros, on va juste... Wild OSGI va nous fournir ce qu'il faut pour faire ça, et il y a différentes méthodes qui sont possibles. Donc la première, c'est l'injection dynamique de service. Donc je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Donc voici comment on fait. On a juste à dire @inject @OSGI service social provider, donc tout ça dans notre application Socializer. Et a priori, on va récupérer le service qui est exposé par un bundle qui est installé dans le serveur d'application. Donc ça paraît quand même assez simple à utiliser. Et ensuite, on peut appeler des méthodes sur cet objet. Le seul problème, là, c'est qu'on va retomber sur le côté dynamique d'OSGI. S'il n'y a aucun service de type Social Provider qui est publié dans le registre de services OSGI, l'appel va échouer. On va se taper une grosse exception, puisque on a appelé une méthode sans avoir vérifié qu'on peut vraiment l'appeler. C'est le côté dynamique de OSGI, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans nos applications. Donc c'est là que l'extension de Wild OSGI va rentrer en jeu. Et en fait, ce qu'elle va faire, cette extension, elle va scanner tous les bins de l'application en cours. Et elle va regarder partout où il y a la notation @OSGI service qui est utilisée. Et à chaque fois qu'elle va rencontrer cette annotation, elle va créer un bin qui va justement permettre d'injecter quelque chose à l'endroit où il y a @inject @OSGI service. Parce qu'au final, quelque chose comme ça, il n'y a aucune implémentation dans votre application Socializer, il n'y a aucun bin qui implémente Social Provider et qui a un qualifier @OSGI service. C'est quelque chose qui n'existe pas dans votre application. Et c'est là, en fait, c'est l'extension qui va générer un bin à la volée qui va matcher les contraintes de @inject @OSGI service Social Provider.
Et en fait, ce que ça va injecter, c'est pas un vrai bin, en fait. À chaque fois qu'on va voir le point d'extension @inject@oagi service, on va créer un provider qui lui saura se connecter à OAGI et récupérer un service. On va le mettre derrière un proxy qui va ressembler à Social Provider, mais qui en fait derrière appellera le provider pour dealer, pour gérer le côté OAGI de la chose. Donc tout ça en fait c'est l'extension CDI qui va créer à la volée un nouveau bin pour que vous n'ayez rien à faire de plus. Vous utilisez votre bin comme s'il était dans votre application, sauf qu'il est dans un bundle quelque part ailleurs sur votre serveur d'application. Donc ce proxy, ensuite comment il marche? Donc quand on va appeler une méthode sur le proxy, en fait le proxy il va aller se connecter au registre de service OAGI, il va récupérer une instance de service. Donc une fois qu'il a cette instance de service, il fait l'appel dessus, il redonne le retour à qui a appelé la méthode, et derrière il fait un unget, donc en fait il dit au registre de service, c'est bon, j'utilise plus le service, tu peux le reprendre. Donc voilà un petit peu comment on a ce côté injection de dépendance dynamique qu'on n'a pas du tout dans CDI de base. Donc maintenant, si on veut ne pas avoir trop de problèmes avec le côté dynamique de OAGI, on a une autre façon d'injecter un service qui, elle, se rapproche énormément de ce qu'on peut faire avec instance de T dans CDI. Donc en gros, ça s'appelle service, c'est très original. Ça s'appelle service. En fait, on va dire @inject service de social provider. Et là, comme instance de T, cette interface, elle est itérable. Donc on va pouvoir, en gros, dire pour chaque... en gros, on va pouvoir faire un appel de code sur providers, par exemple, .first. Donc là, le code, s'il n'y a aucun service qui est publié dans le registre de service OAGI, le code n'est jamais appelé, le code qu'il y a dans le for each. Par contre, s'il y a bien des instances de service enregistrées, alors le code sera appelé une fois. Et si vous voulez appeler sur toutes les instances de service qui sont publiées, vous utiliserez juste le for each sur providers. Et là, toutes les instances de service publiées seront appelées en boucle. Donc ensuite, vous avez également accès à la méthode get comme sur instance de T. Donc ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'après l'appel du get, on ne devient plus dynamique. C'est comme le cas tout à l'heure avec l'injection de service dynamique. Donc si on appelle le get timeline alors qu'il n'y a plus de service qui est publié, ben on se tape une exception. Donc à côté de ça, on a des méthodes comme size, isUnsatisfied ou isAmbiguous pour bien vérifier que oui, il y a des services qui sont enregistrés à un instant T et pour faire le check qui va bien pour pouvoir se servir du service. Donc typiquement, dans notre application Socializer, pour ramener toutes les timelines de tous les services sociaux, voilà comment on va faire. Méthode très simple, en quelques lignes, on va dire @inject service de social provider. On va initialiser une liste de postes vides et on va itérer sur tous les providers qui sont fournis par les bundles OAGI sociaux. Et on va faire un add-all sur notre liste vide en appelant le getTimeline de chaque provider. Ensuite, on trie par date notre timeline, histoire de bien mixer tous les postes au bon moment dans le temps. Et on retourne la timeline qui sera affichée par JSF ou ce que vous avez envie d'utiliser pour votre interface machine. C'est bizarre ça. Donc ensuite vous allez me dire, ok c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour être un petit peu plus précis sur ce que j'injecte? Donc imaginons qu'on ait un service Twitter Social Provider, comment je peux être sûr que ce que j'injecte c'est le service Twitter en question? Puisqu'en fait quand on fait @inject@oagi service, ça nous ramène le premier service qui lui tombe sous la main. Donc pour ça en fait, quand on publie un service dans OAGI, il y a la possibilité de donner des métadonnées à ce service. Et ces métadonnées, en fait, c'est une map de string qui dit, c'est des métadonnées toutes bêtes. Donc on dit, ce service, il me parle en français, par exemple, il est à propos de Twitter, par exemple, etc., etc. Donc, et en fait, en OAGI, quand on veut récupérer un service, on peut passer une requête de filtre pour sélectionner un service en particulier. Et cette requête, c'est une requête LDAP, au format requête LDAP. Donc c'est une string, donc tel que Twitter égale true. Donc là je dis, je veux récupérer un service qui a la propriété Twitter est égal à true. Donc ça marche avec l'injection directe ou avec l'injection programmatique. Mais on s'est dit que, bon, c'est pas très CDI tout ça, c'est pas très type safe. Donc, pour faire les choses un peu mieux, tout ce qu'on a trouvé de mieux à faire, c'est d'utiliser le système de qualifier tout à fait standard
de CDI. Donc on a un système en fait qui désérialise la notation en propriété OSGI et le contraire. Donc ça marche tout seul. Donc ça marche également avec l'API d'injection programmatique. Ensuite, dans une application, c'est bien beau d'avoir un runtime dynamique, tout ça, mais parfois on a absolument besoin d'avoir un service présent quand on démarre l'application pour qu'elle puisse réellement fonctionner. Sinon, elle n'a pas d'utilité. Donc là, on a introduit une notion qui s'appelle les services requis et qui dit en fait que notre application n'est pas dans un état valide tant que tout ce qu'on a marqué comme service requis, il n'y a pas au moins une implémentation, une instance disponible dans le registre de services OSGI. Donc en gros, comment ça marche? Là encore, ça joue avec l'extension CDI. On dit quand bin A a besoin d'un service requis, donc l'extension passe sur bin A, elle voit qu'il y a un truc qui dit j'ai besoin absolument de ce service, donc c'est l'extension qui voit ça. Donc elle enregistre ce fait dans le service de validation de dépendance de Weld OSGI. Et ensuite, au cours de la vie de l'application, donc le registre de service OSGI va donc avoir des services qui s'enregistrent, qui se désenregistrent, et il va envoyer des notifications au service de validation des dépendances de Weld OSGI, qui lui va calculer à un moment T si toutes les dépendances requises du bin A sont bien validées ou ne sont pas validées. Si c'est le cas, elle va envoyer un événement pour dire c'est bon, l'application est valide, tu peux commencer à te servir de tes services requis. Et si par exemple un service requis disparaît du registre de service Weld OSGI, elle va renvoyer un événement pour dire bah non, là tu peux plus t'en servir, fais attention, tu n'as plus le droit d'appeler les services. Donc là encore, comment gérer le côté dynamique de OSGI, comment faire en sorte de pouvoir utiliser des services à un moment donné. Donc dans les faits, voici comment ça s'utilise. On rajoute juste la notation @required quand on injecte un service. Et derrière, on va être capable d'observer un événement de type valide ou invalide. Quand on reçoit un valide, ça veut dire que nos services requis sont bien présents, donc on peut les utiliser. Quand on reçoit un invalide, ça veut dire que dans un instant, les services requis ne seront plus disponibles, donc on fait les dernières choses qu'on a à faire, et après, ils partent. Donc plutôt simple. Donc ça marche également avec l'API d'injection programmatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette syntaxe-là fonctionne en mode atomique sur tout le bundle. Ce qui veut dire que si vous avez 28 services requis dans votre code, pour recevoir l'événement valide, il va falloir qu'il y ait au moins une instance de chacun des 28 services qui soit présente dans le registre de service OSGI. Donc si vous voulez être un petit peu plus précis et sélectionner qu'un seul service, donc vous pouvez écouter l'événement service available et spécifier avec le qualifier add_specification quel type de service vous voulez observer et pour quel type de service vous voulez recevoir l'événement valide en fait. Donc c'est le même fonctionnement mais pour un type de service en particulier. Donc, et ça marche également avec l'API d'injection programmatique. Donc pour les services requis, voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce que vous avez peut-être compris depuis le temps que je parle, c'est que OSGI, quand il fonctionne, il va utiliser des systèmes d'événements et d'observeurs pour qu'on puisse interagir avec tout son côté dynamique. En gros, quand on veut gérer quelque chose de dynamique, le mieux c'est d'avoir des systèmes d'événements. C'est le truc le plus pratique qu'on peut mettre en place. Donc en fait, OSGI va générer des événements au niveau de la couche bundle et au niveau de la couche service. Donc typiquement, nous, à quoi ça va nous servir dans notre application? Eh bien, par exemple, on va pouvoir observer le fait qu'un nouveau bundle de réseau social est disponible. Et dans ce cas-là, on va pouvoir, par exemple, afficher une petite pop-up dans notre application JSF pour dire « Ah, Twitter est disponible, tu peux t'en servir, connecte-toi, il n'y a pas de problème. » Donc, au niveau des événements OSGI, qu'est-ce qu'on a de disponible pour tout ce qui est cycle de vie du bundle? En fait, quand un bundle va être installé, pour chaque phase du cycle de vie, OSGI va envoyer un événement qui correspond, qu'on va pouvoir intercepter et qu'on va pouvoir manipuler au besoin. Donc, pour faire le match en Weld OSGI, voici comment on a géré ça. On utilise le système d'événements de CDI. Donc, on observe des événements de type bundle installed. Donc, on va pouvoir filtrer sur, par exemple, la version du bundle ou sur son nom. Donc, on peut observer des événements que pour le module Twitter, par exemple. Et on va bien sûr pouvoir observer, utiliser les deux en même temps.
Non, ça marche plus. Si, c'est bon. On va pouvoir utiliser les deux pour être beaucoup plus spécifique sur ce qu'on observe. Donc il y a à peu près la même chose au niveau des services, sauf qu'il y a moins d'événements. Donc on va pouvoir être averti quand un nouveau service est publié, quand un service s'en va, et quand un service est swappé, en fait, updaté. Donc là encore, on utilise les écouteurs CDI, donc j'écoute les services arrival. Je vais pouvoir filtrer sur quel type de service en particulier je veux écouter service arrival. On va pouvoir spécifier le type via le type de service, et on va pouvoir utiliser les deux en même temps. Donc là encore, rien de très compliqué. Avec ça, on va pouvoir gérer à peu près tous les cas de programmation dynamique que nous impose OSGI. Et enfin, on va arriver sur une feature qui est absolument propre à Weld OSGI. Donc c'est un truc qu'on a inventé nous. Enfin, inventé, c'est un grand mot. Donc là, l'idée en fait, c'est comment faire en sorte que les bundles puissent communiquer entre eux, mais sans avoir à exposer des services, à vérifier que le service il est bien présent, qu'il n'est pas parti, qu'il y a eu des événements, etc., etc. Donc pour ça, on a créé ce qu'on a appelé des inter-bundle events. Donc c'est un système de communication par événement entre les bundles dans un conteneur OSGI. Donc ça marche de manière très simple. On va avoir un bundle A qui va envoyer un inter-bundle event. Weld OSGI va intercepter cet événement et il va le redistribuer à tous les autres bundles qui, à ce moment-là, l'écouteront et en feront quelque chose ou pas. Donc typiquement pour nous, ça peut être extrêmement intéressant dans notre application Socializer, puisqu'avec ça, on pourrait par exemple imaginer qu'on a un EJB schedule qui toutes les 30 secondes va demander à tous les modules sociaux d'updater leur timeline et de la mettre en cache. Donc pour pas, en gros dans Sim Social, enfin dans les API sociales, il y a un rate limit, donc on n'a pas le droit d'appeler plus de tant de fois le service par heure. Donc pour prévenir ce genre de choses, on peut utiliser des systèmes de cache pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. On pourrait également faire en sorte qu'un module social, lorsqu'il a un nouveau post qui arrive sur sa timeline, il envoie un message qui est intercepté par Socializer et qui affiche une petite pop-up dans l'UI pour dire « Ah, il y a un nouveau message qui vient d'apparaître ». Donc ce genre de choses. Donc avec les interbundles, on va vraiment pouvoir faire ce genre de choses, donc de la communication par événement, mais entre des applications complètement séparées, des bundles complètement séparés. Donc comment on s'en sert? Donc on fait @inject event de interbundle event, donc on fait un producteur d'interbundle event, et dedans on fait event.fire new interbundle event, et on lui passe une payload. Donc ici c'est un objet complexe qui s'appelle synchronize timeline, mais on peut passer une string, on peut passer un entier, on peut passer tout ce qu'on a envie de passer sans aucun problème. Donc ça, mettons que c'est appelé depuis notre JB schedule dans Socializer. Et dans nos bundles de modules sociaux, excusez-moi, on va pouvoir déclarer des observeurs qui vont observer les interbundle events. Donc ici, cet observer va pouvoir écouter tous les interbundle events qui arrivent, y compris de son propre bundle. Donc ça peut avoir des avantages dans certains cas pour être notifié que oui, il y a un interbundle event qui est parti, il va peut-être falloir faire des choses pour préparer la communication de retour. On peut également filtrer que pour les interbundle events qui viennent d'autres bundles, donc des bundles qui nous parlent à nous, et on peut être spécifique sur le type de payload qui est envoyé dans l'interbundle event. Donc ici un objet synchronize timeline, mais ça peut être un objet string ou un objet integer. Et bien évidemment, on peut utiliser les deux en même temps pour être tout à fait spécifique sur quel type d'interbundle event nous voulons utiliser. Donc là, on va passer à la démo. Donc c'est là que ça foire normalement. Toi ça n'a pas foiré, donc c'est pas mal. Donc vas-y, tu peux enlever. C'est la place, Je me log. Hop. Ok, donc tout le monde va bien. Donc ici, j'ai mon serveur JBoss, JBoss AS7 qui a démarré. Donc a priori tout va bien, il ne m'a pas craché de message d'erreur. Donc dans mon serveur JBoss, j'ai mon appli Socializer qui est déployé ici et l'API commune qui est également déployée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc je vais dans mon navigateur, je recharge ma page. Donc voilà, j'ai Modular Socializer qui est déployé et qui a l'air de fonctionner. Sauf que pour le moment, il ne fait pas grand chose.
il n'a aucun module social d'installer. Donc il me dit, il faut au moins que tu te connectes à un réseau social et que tu en ajoutes un pour que je puisse afficher quelque chose. Donc on voit ici, normalement, il y a la liste des services disponibles, mais elle est malheureusement vide. Donc là, c'est une version de Socializer qui utilise le framework, on pourrait dire, qui s'appelle Twitter Bootstrap. Vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est un ensemble de classes CSS qui permet de faire des choses à peu près jolies, très simplement. D'ailleurs, j'en profite pour remercier deux personnes qui nous ont beaucoup aidé sur Socializer et Look and Feel. Donc Grégory Boujard qui est dans la salle et Paul Dijoux qui n'est malheureusement pas là, donc, qui ont travaillé sur les fronts de ces applications pour nous aider à les avoir prêtes à temps. Voilà, c'est ça. Donc typiquement, la partie Bootstrap a été entièrement faite par Paul Dijoux. Donc voilà, j'ai mon application, elle ne fait rien de spécial pour le moment, donc on va lui rajouter un connecteur vers un réseau social. Donc ici, j'ai un WAR pour Facebook, donc c'est mon module social que je vais déployer dans mon serveur d'application. Donc on va le voir défiler ici, normalement, s'il a envie de se bouger, voilà, donc ça défile. Et comme par magie, mon module Facebook apparaît dans mon interface. Donc là, vous voyez, j'ai bien deux applications complètement différentes. Donc j'ai Facebook ici et Modular Socializer qui sont en train de parler entre elles, alors que ce sont bien deux modules distinctement déployés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en Java EE et qu'on est censé pouvoir faire plus ou moins avec les portails, mais dans des conditions tout à fait spécifiques. Donc là, de manière tout à fait simple, c'est avec la petite méthode qu'on a vue tout à l'heure, j'arrive à avoir cette notion de dynamisme et d'ajout de fonctionnalités à la volée dans mon application. Donc là, l'icône il est grisé, donc c'est-à-dire que je ne suis pas connecté avec Auth à Facebook. Donc je clique dessus, il m'affiche la page de connexion et a priori je suis redirigé et voilà, ma timeline est à jour. Donc j'ai mes posts Facebook qui apparaissent sans aucun problème ici. Donc on voit ici que comme je suis connecté, j'ai bien mon logo qui est redevenu bleu. Très bien. Donc maintenant, je vais déployer un nouveau réseau social. Donc ici, ça va être Twitter. Donc je le déploie dans mon serveur d'application. Donc ça va venir normalement. Allez. Donc c'est en train de se déployer. Ça doit être déployé, donc ça devrait apparaître dans pas très longtemps. Voilà. Donc j'ai bien mon réseau social Twitter qui est apparu, donc lui aussi grisé, mais il est apparu dynamiquement. Donc je vais me connecter à Twitter. Il va me demander si j'autorise bien l'application SimSocial à se connecter à mon compte. Donc oui, je l'autorise. Et donc c'est là qu'on va voir si mes collègues... donc Twitter, il met un petit peu de temps à récupérer la timeline, donc c'est pas encore prêt. Tac, tac, tac. Voilà, donc j'ai bien ma timeline Twitter qui est à jour. Et a priori, elle est mélangée avec ma timeline Facebook. Donc là, j'ai bien des tweets et des posts Facebook qui sont mélangés les uns avec les autres et qui sont récupérés de manière totalement générique et dynamique à partir de mes deux applications sociales, de mes deux bundles sociaux qui sont déployés dans mon serveur d'application. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est retirer un réseau social pour voir. Donc, je dégage mon WAR. Normalement, ça va se undeploy. Voilà, il est undeployed. Je rafraîchis et a priori, voilà. Donc j'ai Twitter qui a disparu et je peux refaire pareil avec Facebook. Je le mets à la corbeille, je l'undeploy. Le serveur undeploy l'application. Je reload et je n'ai plus de fonctionnalités de réseaux sociaux disponibles. Donc là, ce qu'on peut voir avec cette démo, c'est qu'on peut vraiment, via Weldo-AGI et un serveur hybride, dans ce cas-là, on va pouvoir vraiment avoir une application qui, si elle est bien designée de façon totalement générique, qui va prendre en compte des nouvelles fonctionnalités, pouvoir rajouter ou enlever ces fonctionnalités sans avoir besoin de redéployer l'application. Donc pas de downtime, pas de problème de ce genre-là. On a notre application qui est toujours accessible et on rajoute ou on enlève des fonctionnalités à la volée comme on veut. Donc maintenant quelques mots sur le futur du projet. Donc pour le moment, Weldo-AGI est en cours d'intégration dans le corps de Weld. Donc ça met du temps parce qu'en gros on a plus ou moins on a fait des changements dans une API publique de Weld pour que ça prenne en compte le côté modulaire d'OSGI.
Et donc on ne peut pas réaliser ça dans n'importe quelle version de Weld, il faut une version à peu près majeure pour qu'on puisse casser la compatibilité. Donc ça doit venir. Sinon nous aimerions également créer un plugin Forge. Donc je ne sais pas si vous connaissez, enfin anciennement SimForge et maintenant ça s'appelle JBoss Forge. Donc c'est un environnement de développement rapide d'applications Java EE, et donc dans laquelle on peut créer des plugins. Et là, l'idée de ce plugin, ça serait d'aider la création, d'aider à faire des applications OSGI en utilisant Weld OSGI de manière très simple. Donc ensuite, on a aussi envie de faire en sorte que l'extension Weld OSGI fonctionne dans un serveur d'application Java EE hybride. Donc a priori, c'est un boulot qui est à peu près réussi puisque vous avez vu que ça marche très bien. C'est ce qu'on vient de voir. Ça fonctionne sur JBoss AS7. A priori, donc on n'a pas fait le module d'intégration, mais ça pourrait fonctionner sur Glassfish ou Jonas, par exemple. Donc du moment qu'il y a un runtime OSGI dans le serveur d'application, a priori, notre extension est capable de s'y connecter et faire en sorte que votre application Java EE devienne dynamique et puisse communiquer très simplement avec OSGI en utilisant l'injection tout à fait standard. Et enfin, ce qu'on aimerait, c'est s'intégrer avec les spécifications d'entreprise d'OSGI. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans OSGI, il y a le cœur d'OSGI, et ensuite il y a une liste de spécifications qui disent comment intégrer JPA dans OSGI, comment intégrer JSF dans OSGI, etc., etc. Donc les applications, enfin les specs Java EE. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est fournir des ponts vers ces spécifications. Et puis, ce qu'on vise également, et ce qui a commencé à se faire, c'est que Weld OSGI devrait très bientôt, devrait potentiellement devenir une de ces spécifications d'entreprise pour OSGI, donc ça devrait devenir un standard. Donc si vous avez envie de bidouiller avec, de tester Weld OSGI, donc pour l'instant, vu que c'est pas intégré dans le core, vous pouvez récupérer le projet sur mon GitHub. Il y a quelques petites choses à suivre pour builder le projet. Donc dans ce cas-là, le mieux, soit vous suivez, il y a peut-être des choses, oui, il y a des choses dans la doc normalement pour le construire. Sinon, vous me contactez par Twitter ou autre, et je vous expliquerai comment faire. Et une fois que ça sera intégré dans Weld, il n'y aura aucun problème. Ça sera sur des dépôts Maven, vous pourrez vous en servir de manière tout à fait standard. On a parlé de Sim Social, on va aussi parler un petit peu de son futur. Donc, Sim Social, il est sur GitHub, vous pouvez le forker, travailler avec, regarder ce que ça donne. Aujourd'hui, ça dépasse un peu plus le cadre d'un module CDI. On a essayé de mener une JSR dessus, qui n'a pas été retenue. Pour plein de raisons, mais qui a donné quand même la possibilité de créer une vraie communauté autour de cette problématique d'interaction avec les réseaux sociaux. Donc il y a un projet Java Social qui est en cours d'organisation. On est en train de chercher comment s'organiser et chercher un nom. Donc la majeure partie des API développées dans Sim Social seront très probablement réutilisées dans ce projet. Si vous voulez en savoir plus, participer, venir voir ce qui se passe, il y aura des news assez vite dans les semaines qui viennent. Donc il suffit de me suivre ou de suivre @Java Social et vous aurez des news assez vite. Pour conclure, parce que garder un petit peu de temps pour les questions. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 3 heures? CDI c'est bien, hein, mangez-en. Je pense qu'il faut se lancer, quoi. N'hésitez pas à utiliser les diverses extensions qui sont fournies par les projets comme Sim ou Delta Spike. Voilà, donc là il y a des choses à voir et à explorer. Donc plein de possibilités ouvertes. C'est aussi un terrain, un terrain nouveau, un terrain de jeu nouveau. Donc c'est bien d'aller explorer un petit peu ce qui se passe et de sortir peut-être des sentiers battus. On a pu voir quand même que JI c'est beaucoup plus sympathique qu'on peut le penser. Enfin, j'espère qu'on a prouvé ça. Moi en tout cas, j'ai envie d'essayer en plus. Ça me donne une meilleure image qu'Eclipse, ça c'est sûr. Et Weld OSGI, l'intérêt c'est que, si j'ai bien tout compris, c'est que ça va nous simplifier énormément la vie pour utiliser OSGI tout en gardant les possibilités de faire ce qu'on. C'est ça. En gros, ce qu'on fait en une ligne de Weld OSGI va représenter plusieurs lignes de code OSGI pur pour faire la même chose. Voilà. Et donc en Sim Social, c'est super cool. Ça sera encore mieux quand vous venez contribuer à Sim Social ou à Java Social. Voilà. Donc on a 10 minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc oui. Ouais.
D'accord. Alors la question est, en gros, le monsieur ici utilise Juice. Donc dans Juice, en fait, il y a des classes qui vont permettre de configurer quelle est l'implémentation choisie quand on va faire l'injection de dépendance. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans Weld.AGI. Alors la réponse dans CDI, pardon. Donc la réponse, a priori, dans CDI, c'est non. La réponse est en natif non, mais il y a des extensions qui permettent de dire je veux une injection. Donc on va créer une extension où on va dire qu'on veut l'implémentation exacte, donc la classe exacte à injecter. Il y a cette extension dans Solder notamment, c'est un @exact, si ma mémoire est bonne, où on donne la classe en paramètre, et dire voilà, dans ce champ, tu vas m'injecter précisément cette implémentation. Ouais. Ouais, par contre, oui, c'est pas externe. Je disais, le point fort de Juice, c'est de pouvoir décorréler l'endroit où on utilise l'interface de l'endroit où on définit l'implémentation. Donc là, avec le @exact, c'est ça qu'on a. Ouais. Mais là, c'est vrai que philosophiquement, c'est pas du tout le choix qu'a pris CDI. Alors, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais je suis pas certain. Enfin, philosophiquement, c'est vraiment pas comme ça qu'ils ont. Je pense pas que je connais assez Juice pour bien comprendre la question, mais ouais, j'ai En l'impression gros, tu vas dire quelque part dans Juice, tu dis partout où je fais un @inject de hello service, je vais injecter quelque chose qui est hello service French impl. D'accord. Et c'est complètement décorrélé de la classe dans laquelle tu définis l'injection ou tu définis le bin. D'accord. Donc c'est pas du tout la philosophie de CDI. Et a priori, je vois pas comment. Enfin, je connais pas quelque chose qui sache faire ça. Comment ? Après, on pourrait faire une extension qui fait ça. Oui, il y a pas de souci. Mais pour l'instant, j'en connais pas. Il y a un micro, appelez le micro si vous voulez une question, sinon Guillaume il va courir dans tous les sens. D'autres questions ? Par rapport à ce que vous avez dit sur... Oui, pardon, c'est vrai. Vous avez une date de release pour Weld.AGI comme j'ai dit, le problème c'est que si tu veux, nous on est prêt à faire la release, le truc fonctionne sans aucun problème. Maintenant, c'est aux gens de Weld qui vont décider à quel moment il va être opportun d'intégrer Weld.AGI sans casser parce qu'en fait, on va casser de la compatibilité ascendante avec les anciennes versions. Donc, il va falloir être sûr que c'est dans une version, on va dire, majeure qu'ils intègrent Weld.AGI pour que ce soit justifié qu'on casse une API. Donc là, c'est plus vraiment de notre ressort, c'est les gens de JBoss qui vont choisir quand il va être opportun de réaliser Weld.AGI. C'est à cause de JBoss que c'est pas réalisé. C'est à cause de JBoss ou de JBoss AS. En gros, c'est les gens de JBoss AS qui décident si on veut bien changer d'interface ou pas. Oui, mais ça, c'est pour l'intégration dans le core Weld. Aujourd'hui, moi, je peux le télécharger avec Maven ou quelque chose comme ça. Il est dispo... Non, justement, c'est qu'il y a un truc qui a changé dans Weld pour prendre en compte le côté modulaire. Et tu es obligé de l'avoir pour que ça fonctionne. Donc, franchement, c'est 4 lignes de code, mais elles sont super importantes. Ah, il y a une question là-bas. Bonjour. Et les tests dans tout ça, comment on peut tester tout ça? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a comme outil autour pour faire des tests facilement autour de CDI? Qu'est-ce que vous avez comme autour de tout ça? Voilà. Je te laisse répondre. Alors, concernant les tests, c'est vrai que pendant très longtemps, on a été critique envers Java EE parce qu'effectivement, il y avait des problématiques de test. Aujourd'hui, on a des solutions assez poussées. Alors, celle dont je parlerai, parce que c'est celle que je connais la mieux, c'est Arquillian, le framework de JBoss, qui permet, en fait, dans le cycle de build de votre application, dans le cycle Maven, de déployer un extrait de votre application dans un conteneur et d'avoir un test d'intégration qui est dans un environnement, on va dire, similaire à ce qui sera en production. Donc on a un framework de test qui permet d'être très productif et de pouvoir assurer la qualité des développements. En fait,
globalement, je vous encourage à aller regarder Arquillian. Il y a pas mal de docs et de vidéos. Il y a un nouveau site d'ailleurs qui est sorti il y a quelques semaines. Et c'est vraiment un outil assez formidable. Globalement, ce qui se passe, c'est qu'on va écrire une classe de test JUnit avec des hatch-inject, des machins, on teste tout ce qu'on veut. Et quand JUnit va runner cette classe, en fait, cette classe, elle va être, sans qu'on le sache, elle va être déployée sur le conteneur de notre choix. Donc un Glassfish, un JBoss, un Weld, sans qu'on le sache. Enfin, si on le sait plus ou moins, mais ouais. bon, bref. C'est déployé sous manteau dans un conteneur, donc le conteneur qu'on a choisi, et les tests sont lancés dans le conteneur. Donc vraiment dans le conteneur, pas dans ton build. Et l'intérêt aussi de ces technologies, c'est que ça permet de tester son code sur plusieurs conteneurs en même temps. Tout à fait. C'est pas utile pour tout le monde, mais ça peut l'être pour certains. D'autres questions? On n'a plus que 4 minutes pour les questions, donc... Et justement, si on fait du CDI SE, comment Ouais. on fait pour tester justement si Arquillian c'est plus pour le conteneur Arquillian peut faire, il y a un conteneur SE. Il y a un conteneur SE. En fait, il y a un Weld Embedded qui est vraiment que du Weld. Il n'y a pas de JB quoi que ce soit qu'on peut utiliser dans SE. Il y avait une autre question là-bas. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question. Vous parliez de vous intégrer aux spécifications d'OSGI pour Weld OSGI. Ouais. En fait, je me demandais dans quel sens vous vouliez vous intégrer parce qu'aujourd'hui, il y a déjà Blueprint qui est dans les specs. Ouais, Et mais qui ça fait serait la même le chose. même genre de choses en fait, mais en supportant CDI. En fait, c'est le support de CDI dans OSGI de manière standard. D'accord. Donc, mais ça reprend le même concept que Oui, Blueprint. parce que c'est vraiment très similaire. Ouais, c'est assez pareil. Merci. Allez, les gens de Devox. En fait, je voulais savoir, puisque vous parlez d'Arquillian, pourquoi en fait la dernière version de JBoss, il n'y a pas une version en managed, en embedded au lieu de... C'est une raison particulière derrière ça, en fait. C'est pratique, quoi. Moi, je sais pas. C'est une très bonne question que j'ai posée aux gens de JBoss. En gros, ce que j'ai cru comprendre, c'est que pour pouvoir faire ça, il faudrait qu'ils cassent quelque chose dans JUnit. Donc ils sont en train de chercher une solution, mais en fait ils se sont focalisés sur le fait de réaliser une version finale d'Arquillian, parce qu'il y a plein de sous-projets dedans et ça a été instable pendant, faut bien le dire, pendant pas mal de temps. C'est enfin stable. Je pense que maintenant ils vont s'attaquer aux conteneurs et aux connecteurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme conteneur Java E embedded, le seul qui soit vraiment utilisable, c'est Glassfish. Après, il y a des solutions remote qui sont quand même assez intéressantes. D'utiliser un JBoss remote ou un JBoss manage, ça veut dire que le manage, c'est le cycle de build qui va lancer le serveur, déployer le test et arrêter le serveur, alors que le remote, on utilise un serveur déployé, mais bon, ça permet de pallier à ce manquement, mais effectivement, c'est un problème encore. Bon, bah, après, a priori, il n'y a plus de temps pour les questions, donc Merci c'est fini. beaucoup. Vous pouvez venir poser des questions si vous voulez.